Bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et je suppose que vous avez observé avec beaucoup d'acuité ce qui s'est passé hier, je veux dire ce débat impromptu, semble-t-il, entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, qui s'est invité dans un des grands débats du côté de Bourg-de-Péage. Ça s'est plutôt correctement passé. Vous êtes rassuré ? J'avais aucun doute sur la capacité du président à parler aux Français. On l'a déjà vu plusieurs fois dans cet exercice, notamment lors des différents déplacements. Ce qui était intéressant, c'est que le public était très varié, que les questions étaient libres, que le président a répondu aussi bien à des questions individuelles qu'à des questions plus générales. C'est pas la capacité du président qui était en cause, c'était éventuellement l'agressivité, le côté pugnace, voire en colère de ceux qui l'interrogeaient, puisque c'est l'expression aussi d'une France en colère. Oui, bien sûr, mais individuellement, les gens ont simplement, je crois, envie de s'exprimer, envie de parler, envie de dire ce qui les blesse, ou ce qui est compliqué pour eux, et envie d'être entendus. Vous savez, la colère, ça naît aussi souvent d'une masse de gens mécontents pour des raisons différentes. Et qui ne se sentent pas écoutés. Et qui ne se sentent pas écoutés et qui, de fait, se mettent en colère les uns les autres en entendant cette somme de petites injustices du quotidien qui doivent être traitées. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement, à ses ministres, donc vous, de prendre le relais, vous allez le faire ? Alors c'est absolument le cas, c'est prévu à chaque déplacement. Et bien sûr... Vous voulez dire à chaque fois que vous vous déplacez en France, vous participez à un grand débat ? Alors s'il y a un débat qui est organisé, c'est pas à nous de les organiser, mais bien sûr nous y allons et nous y participons, nous écoutons, et si nous sommes interpellés, nous répondons. Les Gilets jaunes sont pour l'instant un mouvement assez atypique. Les syndicats, ils n'en veulent pas trop. Les partis politiques ont essayé pour certains de monter dans le train. Ça ne s'est pas passé. Les jeunes de banlieue non plus. Les jeunes dans les lycées ou dans les facs non plus. À votre avis, dans cet univers-là, est-ce que les jeunes dans le lycée, dans les facultés, ils ont essayé de rentrer dans ce mouvement? Est-ce que c'est un échec pour eux ? Moi, je crois que ce qui est important, c'est que les jeunes participent aussi à ce grand débat, parce que les questions qui sont posées, ce sont des questions qui intéressent leur avenir, quand on est sur la question de la transition écologique, quand on est sur la question de la dette, quand on est sur la question de la citoyenneté. C'est évidemment des choses qui sont importantes. Pour l'instant, ils n'y sont pas, alors, semble-t-il. Ils y vont de façon individuelle. Il y a des universités qui ont annoncé qu'elles allaient... mettre en débat les différentes questions. Ça n'a pas encore eu lieu, mais ça commence à être programmé, oui. Quand je disais que les jeunes n'avaient pas rejoint, ni les syndicats étudiants, ni les lycéens n'avaient pas rejoint les Gilets jaunes, je parlais essentiellement des manifestations, ça vous a rassuré que cette jonction-là ne se fasse pas ? Non, ce n'est pas une question d'être rassuré ou pas. Je crois qu'une fois de plus, le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes, on a vu qu'il a beaucoup changé au cours des semaines. Depuis les expressions des difficultés sur les ronds-points à la mi-novembre, le ras-le-bol fiscal. Et puis on a vu petit à petit les questions changer, les débats changer. On a vu réapparaître un certain nombre de choses qu'on avait vues dans des programmes présidentiels de personnes qui n'ont pas été élues. On a vu apparaître la 6e République, on a vu apparaître le référendum d'initiative citoyenne. Absolument. Mais pas de questions qui sont au cœur des préoccupations, elles sont nombreuses, des jeunes aujourd'hui. Encore une fois, comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors c'est probablement parce que toutes les personnes qu'on a pu entendre s'exprimer sur leurs difficultés du quotidien, c'est une forme de désespoir quelque part. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont essayé, qui ont un travail et qui, malgré cela, ne s'en sortent pas. Les jeunes, en tout cas, ceux qui sont dans les universités, sont dans une démarche où, évidemment, ils sont en train de faire des études pour construire leur avenir. Et donc, ils ne sont probablement pas préoccupés par les mêmes choses. Pas désespérés. J'espère que non. Toute la transformation de l'université vise au contraire, leur dire que leur avenir se construit jour après jour par leur travail. Et il se construit depuis mardi d'une façon différente pour ceux qui vont passer le bac, puisque Parcoursus Acte 2 est en train de se mettre en place, c'est reparti. D'abord un bilan de 2018.
Alors, le bilan de 2018, il a été très bon sur le plan technique. C'était quand même un petit défi de changer complètement cette plateforme. Il a été plébiscité à la fois par les professeurs du secondaire qui ont trouvé que participer à l'orientation et voir ce que devenaient leurs élèves au-delà du bac, c'était intéressant. Il a été plébiscité par les enseignants du supérieur qui connaissaient leur public. Mais il y a eu des gens au bord du chemin. Combien d'élèves ont été placés selon leurs souhaits? Selon leurs souhaits, par rapport à un des vœux qu'ils avaient exprimé, en fait, il est resté quelques dizaines de jeunes que l'on n'arrivait plus à contacter sur la dernière phase. Même lorsque la plateforme a terminé... 94,4% de jeunes qui ont trouvé une place dans les universités ou dans les établissements de leur choix. Ça fait 5,6% de jeunes sur le bord de la route. C'est le même chiffre qu'avant? Alors, non. Enfin, en tout cas, en pourcentage, c'est peut-être le même chiffre, mais il faut bien savoir qu'on avait quand même 30 000 bacheliers supplémentaires l'année dernière. C'est 27 000 jeunes de plus que l'année dernière qui sont rentrés dans l'enseignement supérieur. Et c'est surtout la notion d'avoir eu le dernier mot, d'avoir choisi. C'est ça qui était très important. Mais il en est resté sur le bord de la route. Ça a été jour après jour, j'allais dire, en tout cas cet été, une espèce de compteur qui pointait le nombre de gens qui étaient dans l'incertitude absolue. Qu'est-ce que vous allez changer pour que ça ne se reproduise pas? Alors en fait, 97% des jeunes avaient leur affectation définitive à la fin du mois de juillet. Mais effectivement, comme la plateforme a continué à tourner au mois d'août, ça a donné ce sentiment de incertitude, longueur. Donc cette année, la plateforme fermera au 19 juillet. Pour sa phase principale, ça c'est le premier changement. On raccourcit les délais de réponse, puisqu'on avait laissé une semaine et on s'est rendu compte qu'au bout de 48 heures, les compteurs ne bougeaient plus et que les jeunes s'étaient décidés. Donc on passe à 5 jours, puis à 3 jours. Et puis aussi la possibilité, après les épreuves du bac, pour ceux qui savent très exactement ce qu'ils veulent, eh bien, la possibilité d'indiquer ses préférences et de ne plus avoir à se reconnecter. Et pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, de contacter des conseillers d'orientation, des professeurs qui vont les aider après les épreuves du baccalauréat et avant le 19 juillet. L'autre salve de critiques a porté sur ce qu'on appelle, c'est un mot un peu fourre-tout désormais, l'algorithme qui permet de choisir. C'est quoi les critères de sélection, université par université, pour dire je veux bien ce jeune-là, je ne veux pas celui-là? Alors, les critères de sélection, ils ont été, université par université, formation par formation, même parfois, ont été rajoutés à la plateforme cette année. Parce que c'est vrai que l'année dernière, il y avait les attendus généraux des formations qui avaient été travaillés globalement au niveau national. Quelques établissements avaient eu le temps de rajouter leurs critères, j'allais dire, personnels, mais pas tous. Cette année, on a eu plus le temps d'y travailler, bien donc sûr, tous les critères sont mis en place. Après, vous savez, quand vous recevez des dossiers, ça se passe tout le temps, quand vous êtes professeur, vous avez en permanence à choisir vos étudiants en doctorat, à choisir vos étudiants en master. Et il y a une part de subjectivité. C'est une part de perception de ce que l'on lit du dossier. Ça peut être une part de perception de ce que l'on voit lorsque l'on fait les entretiens individuels. Et ça dépend aussi énormément des dossiers que vous recevez. Donc, préciser a priori les critères et leur pondération, ça c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et ça relève en fait de ce qu'on appelle les délibérations des jurys. Et dans cette délibération, il n'y a pas eu de biais? Il ne ressort pas quelque chose qui dit, par exemple, cette catégorie de jeunes, on a beaucoup parlé de jeunes de banlieue, cette expression classique, qui se trouvaient peut-être pas stigmatisés, mais parfois écartés. Il n'y a pas eu ce genre de problème? Alors, ce qui s'est passé, ce qu'on commence à voir en termes de chiffres, et c'est intéressant, c'est qu'il y a eu plus de propositions envers les jeunes de banlieue de formation Paris Intramuros, mais il y a eu le même nombre de propositions acceptées que l'année d'avant. C'est-à-dire que nous avons en fait à travailler maintenant sur la mobilité réelle et sur le fait que même lorsqu'ils sont acceptés, certains jeunes finalement ne vont pas là où ils sont acceptés. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est votre défi de cette année? C'est mon défi de cette année. Merci Frédérique Vidal. Merci à vous.